la chance d'avoir avec nous Learn Assembly qui va venir nous faire une intervention avec Émilie Canet, qui est la directrice du pôle conseil et formation de chez Learn Assembly et qui va venir nous parler de comment cultiver la formation tout au long de la vie. Alors on peut dire le lifelong learning, dans le mindset des collaborateurs, comment faire que l'entreprise devienne réellement apprenante. Et ça, c'est un sacré défi. La place de la formation qui va continuer à grandir. Comment est-ce qu'on met ça à l'intérieur de l'entreprise? Alors, Émilie, elle est en charge à la fois de la R&D, à la fois de la qualité pédagogique. Elle accompagne les équipes projets. Et il y a des équipes projets dans l'Assembly qui sont dispatchées partout en France pour pouvoir accompagner des équipes pédagogiques. Elle est en plus, avant d'arriver dans l'équipe, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Dauphine. Donc c'est quelqu'un qui, une fois encore, vient du monde de la recherche et la met en application dans le monde de la formation. Alors, Émilie, on a une demi-heure et bien sûr, il y aura 5 bonnes minutes pour poser des questions. Vous n'hésitez pas, vous les mettez de côté et je viendrai vous voir à la fin. Très bien, bonjour à tous et puis ravi d'être là alors que ce n'était pas prévu encore il y a 48 heures. Donc moi je suis là pour vous parler de culture apprenante, d'entreprise apprenante. Un tout petit mot sur Learn Assembly. Donc historiquement on vient vraiment du monde du digital learning, on était plutôt une agence de MOOC. Aujourd'hui on a évolué et on intervient un peu tout au long de la chaîne de valeur de la formation. Donc du coup, depuis vraiment la réflexion sur la stratégie formation pour les directions LND, les directions d'organismes de formation, en passant par le design pédagogique, la formation de tous les acteurs de la formation et plus récemment, on a développé une solution d'autopositionnement qui est un outil du coup qu'on propose qui va permettre aux collaborateurs, aux apprenants de s'autopositionner sur certaines compétences, de recevoir un profil personnalisé et du coup de pouvoir intégrer une démarche de formation individualisée. Donc voilà un peu pour savoir d'où je parle et qu'est-ce qu'on fait chez Learn Assembly. Donc si on parle de culture apprenante, d'entreprise apprenante, je vous ai un peu épargné la première slide avec les fameuses statistiques sur les métiers de demain qui n'existent pas encore, tout ce qui est obsolescence des compétences, tous les chiffres que vous devez certainement connaître. Et j'imagine que si vous êtes ici dans cette session, c'est que vous êtes convaincu que l'enjeu formation, il est aujourd'hui plus que jamais stratégique parce qu'il y a un vrai sujet de faire évoluer les compétences tout au long de la vie pour les collaborateurs, plus généralement pour les individus, puisque aujourd'hui, on n'a pas une compétence qui va être utile toute la vie. Il y a vraiment ce besoin de se mettre à jour, de se former, de s'upskiller, de se reskiller, si on utilise un autre vocabulaire, tout au long de la vie. Et la question, c'est comment finalement est-ce qu'on fait ça pour accompagner les individus. Un peu dit autrement, c'est comment est-ce qu'on passe finalement de l'entreprise qui forme à l'entreprise qui apprend. Donc c'est un peu la différence entre le training et le learning qu'on a en anglais et qu'on utilise un peu moins cette nuance en fait de mots en français. Donc c'est vraiment ça un peu nous, notre réflexion quand on accompagne les organisations, c'est comment est-ce que finalement la direction LND, elle se met pas juste dans une... juste, c'était déjà pas mal, hein, mais en tout cas l'ambition maintenant elle est un peu autre. Dans une logique de transmission de connaissances, de compétences, à travers plutôt des approches formelles, ponctuelles, des actions de formation ponctuelles, très orientées les objectifs pédagogiques des apprenants, avec des outils comme des LMS qui sont quand même historiquement plutôt des outils de traçabilité, de diffusion, plutôt que des vraies expériences d'apprentissage, dans lesquelles on va suivre surtout des KPI de complétion et d'ancrage, et dans lesquels les acteurs un peu qui participent finalement à cette formation, c'est des formateurs, des ingénieurs pédagogiques. À la différence de l'entreprise qui apprend, où finalement on essaye d'élargir les actions de formation, on est moins sur la formation ponctuelle, mais on va jouer avec toutes les fameuses facettes du 70-20-10 et pouvoir permettre des actions d'apprentissage, de mise en situation, d'apprentissage en situation de travail, et donc du coup dans lequel
la formation n'est plus ponctuelle, mais finalement c'est des temps qui, dans une approche continue, formelle, informelle, entre pairs, un peu au quotidien, plus courte, mais un peu plus continue. Avec vraiment une logique orientée apprenant, c'est-à-dire c'est quoi mon besoin, c'est quoi mon environnement d'apprentissage, avec l'idée que environnement d'apprentissage et environnement de travail vont être très poreux. Voilà, et donc du coup les outils aussi, ça ouvre le champ des possibles puisqu'on doit être dans des logiques collaboratives, et ce qu'on va suivre, c'est surtout des transformations comportementales et pas se limiter à des KPI de complétion. Et là aussi de nouveaux acteurs, puisque si on n'est pas que dans l'approche formelle, on est sur du coaching, du mentorat, de la facilitation. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un autre Bien sûr. Ici, moi, je mettrais le manager aussi. Évidemment, oui. Parce qu'on bascule des services formation à qui on a dédié la responsabilité à un manager dont le fait de faire monter en compétences fait partie de sa mission de manager. Tout à fait, c'est un des points qui va arriver juste après. Peut-être très rapidement, ce qui nous semble intéressant, c'est une étude de France Stratégie sur ce qu'est l'organisation apprenante. Et finalement, donc, ils étudient 4 modèles, dont celui de l'organisation apprenante. C'est l'organisation apprenante par rapport au modèle taylorien, lean management et structure simple. Et en fait, tout le propos de cette étude, c'est dire que finalement, si on veut passer à l'organisation apprenante, c'est pas juste un sujet de modalité pédagogique, c'est un sujet organisationnel. Et de structure organisationnelle, donc structurelle, culturelle, donc assez large, et donc du coup qui vont impliquer effectivement des acteurs qui dépassent un peu historiquement juste la cellule L&D dans une entreprise. Voilà, donc là ça montre un peu finalement les différences de pratiques concrètes qu'on peut voir dans ces différentes structures. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, pour être une entreprise apprenante, c'est donner de l'autonomie dans des méthodes de travail, donner de l'autonomie dans du rythme de travail, avoir des métiers qui sont sur des résolutions de choses imprévues, complexes. Voilà, donc on est par contre à l'opposé, pas du tout dans une monotonie des tâches, ni dans une répétitivité des tâches. Donc on est bien dans un cadre organisationnel, managérial et de pratique qui est très différent. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait ça maintenant qu'on a dit tout ça? Je passe un peu plus vite. L'idée vraiment, en tant qu'organisation, si on veut pousser nos collaborateurs à avancer et à apprendre, c'est vraiment comment on arrive à les faire passer là-haut, c'est-à-dire se rendre compte qu'ils ont un besoin de monter en compétences, voilà, se rendre compte concrètement ce qu'ils doivent développer et ensuite les aider à se développer. Du coup, peut-être mon propos, c'est de dire que l'organisation apprenante, c'est pas se dire, en fait, le collaborateur, il peut être autonome, je lui mets une banque de modules digitaux à disposition et à lui de se débrouiller. De toute façon, maintenant, il a un CPF, une bibliothèque et évidemment, il va se former. En fait, penser que ça suffit pour être organisation apprenante, évidemment, ça suffira pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on met en place pour dépasser un peu, pour dépasser ça? Donc, pour nous, l'organisation apprenante, c'est vraiment faire un peu exploser le modèle. On n'est plus dans une logique d'une direction formation qui porte une offre de formation à destinataire des managers, des apprenants, avec le manager qui a quand même toujours devait être relais quand même de cette logique d'apprentissage. Mais à ça, que je vais vous détailler, c'est que finalement, c'est le service formation, le service L&D, c'est une brique de l'organisation globale en fait, et le L&D doit maintenant mettre en mouvement et être en relais de mise en mouvement, mais ça ne peut pas peser que sur lui. Porter cette offre de formation qui d'ailleurs n'est peut-être une offre d'apprentissage plutôt que de formation, et ça au service des apprenants et comme tu le disais Yannick, des managers qui doivent aussi avoir une autre casquette, enfin en tout cas un rôle un peu supplémentaire dans comment j'accompagne aussi l'apprenant dans cet apprentissage continu, même si à nouveau, pareil, on ne peut pas se dire hop, ça devient la mission des managers, on s'en occupe plus, comme on avait mis à disposition des collaborateurs la fameuse bibliothèque magique qui devrait lui permettre en toute autonomie de développer ses compétences.
Et donc, pour nous, quand on travaille sur finalement cette entreprise apprenante, il va falloir qu'on travaille sur 4 dimensions. La première, comme je le disais, c'est la vision de l'apprentissage, c'est-à-dire le pourquoi je dois me former, en fait. Parce que, en fait, quand même, la majorité des collaborateurs, oui, peuvent être enclins, mais il faut vraiment leur donner du sens, expliquer pourquoi la transformation digitale, ça transforme vraiment mes compétences et mon métier, et donc être vraiment en capacité de faire ce travail d'explicitation, de donner du sens, pour donner l'envie en fait d'aller ensuite apprendre. Donc il y a vraiment ce premier sujet sur la vision. Ensuite, on va travailler dans ce fameux 70-20 sur à la fois des processus et des outils d'apprentissage. Donc là, on peut retrouver toutes les actions de formation formelle, plus largement aussi des outils de veille qu'on pourrait mettre à disposition, le temps aussi qu'on donne aux gens, comment est-ce que ça c'est ancré, comment est-ce que quand je regarde une formation depuis mon open space, personne ne me juge parce que je ne serai pas en train de travailler mais d'apprendre. Donc ça c'est quand même des choses qui sont aussi importantes. Et ensuite, toutes les opportunités d'apprentissage, c'est-à-dire tout ce qui fait que dans mon quotidien de travail, je suis amenée à travailler. Parce que mon manager m'a mis sur un projet sur lequel on a décidé dès le début que j'avais peut-être pas toutes les compétences pour le réaliser, mais c'est au service justement de ce développement de compétences. Voilà, donc c'est vraiment tous ces temps de travail qui vont me permettre d'acquérir des nouvelles compétences. Et tout ça, il faut qu'il y ait un terreau un peu fertile qui est celui de la culture, puisque si on fait des choses comme ça, il faut donner le temps, donner du droit à l'erreur, assumer de tester, d'expérimenter pour voir si on apprend individuellement et collectivement. Donc voilà un peu le modèle qu'on propose finalement avec une responsabilité qui est très partagée et qui repose à la fois sur l'apprenant dans aussi ses actions individuelles, sur le manager parce qu'il va créer les conditions aussi de travail qui vont permettre de développer ces occasions d'apprendre, et évidemment l'entreprise dans sa globalité avec ce qu'elle va pouvoir porter comme valeur, porter comme culture et porter comme pratique collective qui favorise l'apprentissage, des pratiques de mentorat, des mises en place de retours d'expérience collectifs, des célébrations des défaites, si c'est nécessaire pour porter la culture de la défaite. Enfin, on peut voir après plein de choses et c'est là où on voit qu'il y a un lien fin entre aussi des pratiques d'innovation managériale finalement et des pratiques purement de formation. Alors justement, quelle place y a-t-il ou quelle relation y a-t-il entre l'apprentissage entre pairs et l'organisation apprenante? Est-ce qu'il y a obligatoirement de l'apprentissage entre pairs? Est-ce que c'est une des dimensions qui va être aussi innovante et qui va être importante, surtout si on se projette sur les années à venir? Oui, alors effectivement, l'apprentissage entre pairs devient une des modalités possibles. Donc l'apprentissage entre pairs, nous on y croit beaucoup, on pense que c'est très fort en fait comme mécanisme d'apprentissage, de développement de compétences qu'on peut voir de manière très... Enfin, c'est un spectre immense en fait l'apprentissage entre pairs, hein, évidemment. Et donc nous, typiquement, c'est ce qu'on va mettre aussi dans toutes ces opportunités d'apprentissage, que ce soit du mentorat, du tutorat, du codev ou plus généralement des pratiques de social learning au sein de parcours de formation. Merci. La moitié. Ok, donc juste quelques pistes et après on pourra passer aux questions sur comment rendre finalement le travail apprenant. C'est vraiment pousser tout ce qui va être pratique de veille. Cette veille, elle permet à la fois dans cette logique déjà d'acculturation, de donner du sens, du pourquoi il faut bouger. Ça peut être des pratiques un peu frugales à mettre en place et qui permettent effectivement de faire bouger les choses et d'avoir un bon niveau d'acculturation. Après, plutôt inspiré finalement aussi de ce qu'on voit dans le monde des startups, c'est aussi adopter un peu une culture du prototypage et ce qu'on appelle le raisonnement perte acceptable, c'est-à-dire se lancer dans des projets en se disant on ne maîtrise pas tout, on va voir ce que ça donne, qu'est-ce que je peux faire
en prenant ce fameux risque acceptable, sans être sûr du résultat, mais en se disant que la contrepartie, ça va être d'apprendre aussi sur nos pratiques collectives, d'équipe, voilà, sur des nouvelles technologies, parce qu'on teste une nouvelle technologie. Donc c'est des pratiques qui peuvent être un peu inspirantes, en fait, si on veut les transposer dans une manière de manager ou d'agir en équipe. Évidemment, tout ce qui va être mentorat, tutorat, qu'on voit beaucoup se développer, le reverse mentoring aussi dans l'autre sens, c'est là où on a tout un tas de pratiques, mais qui sont hyper intéressantes parce qu'elles permettent au mentoré d'apprendre, mais aussi au mentorat de remettre en question ses propres pratiques, de se questionner sur ses pratiques, et donc du coup aussi d'évoluer. Donc tout le monde sort gagnant et globalement apprenant de cette expérience-là. Il y a aussi un vrai sujet sur transmission intergénérationnelle, notamment dans certaines entreprises où il y a des vagues de départ à la retraite importantes. Donc comment est-ce qu'aussi on a un peu ce focus, cette vigilance pour éviter de perdre des compétences, ok, il y a l'obsolescence des compétences, mais il y a aussi des compétences hyper riches qu'il faut qu'on arrive à conserver. Et aussi la logique d'incubateur, là aussi c'est plutôt à titre inspirationnel, c'est comment est-ce qu'on prend... Parfois, on s'autorise de faire des choses à côté de son quotidien de travail pour apprendre, pour tester, pour expérimenter. Voilà, et puis je pense que pour revenir au collaborateur et à son état d'esprit, c'est comment est-ce que aussi on favorise, dans la logique de sa vision, on cultive un peu sa curiosité. Considérer la curiosité comme une compétence et comme quelque chose à développer finalement avant tout, si on a envie de lui donner aussi l'envie d'apprendre. Voilà, donc j'en ai fini. Je veux, juste si ça vous intéresse, on a un petit questionnaire sur vos propres pratiques d'apprenant agile qu'on a fait avec donc, notre outil Learning Boost. Donc vous pouvez scanner le QR code, aller remplir ce questionnaire, ça vous interrogera sur vos propres pratiques et vous recevrez votre profil personnalisé. Et si vous voulez en savoir plus, on est juste ici, dans cette grande allée, 3e à gauche. Alors une question tout de suite avant de vous donner la parole. La place de la singularité justement dans l'organisation apprenante, puisqu'on sait que c'est quand même aussi un des gros défis de l'entreprise d'accepter la singularité. Comment est-ce que l'on peut, au travers de cette culture d'apprentissage les uns des autres, aller donner une vraie valeur et une vraie place à la singularité de tous les collaborateurs dans ce qu'ils peuvent apporter et apprendre aux autres? Ouais, alors un des éléments de cette étude-là de France Stratégie qui répond un peu à cet aspect de singularité, c'est que dans les organisations apprenantes, on voit la place qui est donnée à la prise d'initiative. Donc du coup, je pense que les singularités, elles peuvent s'exprimer à travers ça. Et après aussi, dans un monde où finalement, il y aura aussi pas mal de mobilité, enfin, on voit bien le boom des reconversions de trentenaires, quarantenaires en série. C'est aussi des manières potentiellement de... quand on laisse la place à ces reconversions, qu'on accepte ces gens en reconversion, c'est aussi des moyens à chacun d'exprimer cette singularité, je pense. Ou alors aussi au travers de la singularité dans les compétences qui sont peut-être pas du tout des compétences propres à l'entreprise ou dans le domaine professionnel, mais qui permettent d'aller semer la graine, de dire tout le monde a la capacité d'avoir une expertise dans un domaine, peut-être hors professionnel, mais qu'on va pouvoir créer des lieux d'échange, des moments d'échange entre collaborateurs pour apprendre à tout le monde à s'autoriser à partager et à amorcer cette pompe d'échange entre les collaborateurs. Je pense qu'il y a vraiment un moyen, je connais beaucoup d'entreprises qui se sont lancées comme ça pour mettre en place cette culture apprenante en faisant de l'échange de compétences culinaires, musicales, linguistiques et qui au fur et à mesure ont réussi après à aller amener ça sur le champ professionnel. C'est vraiment un mindset, un état d'esprit qu'il faut réussir à créer et c'est ce qui est passionnant. C'est une manière aussi effectivement cultiver cette curiosité. Ah, pardon. Des questions à vous, c'est le moment. Vous avez une experte qui peut vous éclairer, répondre à vos préoccupations. Merci, c'était très intéressant.
Le 70-20-10, ça correspond à quoi? Parce que vous l'avez passé plusieurs fois. Alors bon, le 70-20-10, pardon, c'est du jargon de formation. C'est en fait l'idée qu'il y a plusieurs types de pratiques. L'idée, c'est de se dire que 70% de ce que je sais vient de ma pratique, 20% de ce que je sais vient de mon échange entre pairs, et en fait, il n'y aurait que 10% de ce que je sais qui vient de ma formation formelle. C'est plutôt, on ne discutera peut-être pas des chiffres ici, mais c'est plutôt de parler de ce panorama de modalités, en fait. D'autres questions? Désolée pour ma question un peu bête, mais c'est quoi la différence entre mentorship et tutor et mentor? Alors la différence qu'on va faire entre tuteur et mentor, alors nous la différence que moi je ferai, c'est que finalement le tutorat c'est vraiment dans les deux cas on va viser des compétences un peu spécifiques. En revanche le tutorat c'est vraiment de la mise en pratique sur certaines situations. Une personne plus senior qui va venir apprendre un geste métier par exemple à un plus junior, c'est du tutorat. Pour donner un exemple, ce sera peut-être plus concret. Un manager qui rencontre un manager plus expérimenté sur des temps un peu d'inspiration, de réflexivité sur sa pratique, on va plutôt parler ici de mentorat. Dans le premier cas aussi, le tutorat, il y a un peu la notion d'évaluation qui va être intégrée, le fait de pouvoir certifier l'acquisition d'une compétence qu'on ne verra pas du tout par exemple dans la logique de mentorat. Pardon. Bonjour et merci Bonjour. pour l'intervention. Quand vous parliez de la bascule vers l'organisation apprenante, vous avez dit face au suivi des KPIs, plutôt privilégier le suivi de transformation comportementale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur concrètement? Ouais, bien sûr. Alors nous, typiquement, ça c'est un truc sur lequel on vient titiller nos clients en systématique dès le début des projets. C'est se dire, c'est quoi les indicateurs finalement qui feront que la formation, le dispositif est réussi. Et souvent, il faut que ce soit suivi, que les gens soient satisfaits à la fin. Et c'est souvent difficile de leur dire, mais en fait, vous voulez voir quoi comme comportement concret évoluer? Donc pour donner des exemples très simples, on a formé dans un groupe d'assurance des formateurs un peu à l'hybridation de formation. Ce qu'on va aller regarder peut-être, c'est si les nouvelles formations conçues, elles satisfont les apprenants, pour voir si finalement il y a eu des nouvelles bonnes pratiques d'intégrer. Et donc c'est vraiment toujours se projeter dans ça veut dire quoi en termes de nouveaux comportements, de nouvelles pratiques, d'indicateurs métiers, d'indicateurs business que devrait amener cette formation. C'est plus clair? Ouais. D'autres questions? Merci. Bonjour, Université du Crédit Agricole. Cette nouvelle posture, finalement, ce positionnement du learning dans l'entreprise, est-ce que ça frictionne pas avec les DRH? En fait, je pense que c'est tout l'enjeu, c'est comment est-ce que le learning arrive à avoir la place qu'il mérite dans la DRH et même plus haut dans l'entreprise. C'est comment est-ce qu'on arrive à dialoguer avec les DRH qui elles gèrent tous les parcours quand même d'évolution des compétences, comment on se rend acteur au service finalement de DRH et partenaire, dans des logiques où en fait ce que du coup la formation propose, c'est pas juste des jours de présentiel ou des e-learning, mais c'est des nouvelles pratiques qui vont devoir être diffusées dans toute l'organisation, et donc du coup on a besoin d'embarquer l'organisation de manière différente. Donc si potentiellement ça frictionne, mais c'est tout l'enjeu d'arriver à travailler ensemble. Oui, merci beaucoup. La question que j'ai, c'est par rapport à la rétention des collaborateurs et des talents. Est-ce que une organisation apprenante permet de retenir les collaborateurs? Parce que ça, c'est vraiment un point très important pour une entreprise. Pas de chiffres, il faudrait peut-être regarder plus en détail sur cette fameuse étude, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, je pense que donner des occasions d'apprendre, de travailler différemment, de ne pas être dans de la monotonie des tâches, de permettre des mobilités internes, parce qu'en fait une entreprise apprenante, c'est ça, c'est aussi parfois répondre à des envies d'évolution des collaborateurs. Donc je pense que ça peut caler dans le sens de la rétention des talents en leur proposant
des choses qui sont aussi d'autres manières de travailler, des manières plus riches, et en plus avec des évolutions un peu plus ouvertes que la ligne hiérarchique. Dernière question. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, donc vous avez été assez critique de certains outils comme le LMS, les bases de connaissances. Je veux dire, est-ce que, niveau digital, vers quoi est-ce que vous pensez qu'il faut s'orienter à présent ? Ok, alors je voulais pas être critique, donc l'idée c'était de dire que c'était pas suffisant en fait si on veut passer vers de la culture apprenante. Aujourd'hui, l'idée c'est justement d'arriver à créer finalement un peu un écosystème d'outils digitaux qui permettent d'accompagner toutes ces pratiques. Et c'était pas de dire que le LMS c'était pas bien, mais c'est que c'est insuffisant en fait aujourd'hui. Du coup, des outils comme collaboratif, si on prend Teams qui est quand même très largement déployé, ça peut être un outil au service de cette culture apprenante. Voilà, c'était ça. Il n'y aura pas d'outil magique et le mythe de l'outil magique et du LMS qui répond à tout, c'est bien la fin aussi d'une époque, et peut-être que l'organisation apprenante est là pour marquer le passage d'un monde qu'on appelait le e-learning des années 2000 à 2020 à maintenant un autre monde du social learning avec cette culture d'organisation apprenante. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à tous.